Salut tout le monde et bienvenue dans GynBov, le MOOC sur la gynécologie bovine. Et donc là, un nouveau chapitre et une nouvelle capsule vidéo. Donc maintenant, on va commencer le 5e module ou le 5e chapitre qui portera sur la gestion de reproduction. Et on a divisé l'étude de la gestion de reproduction en deux sous-chapitres. Donc premièrement, le suivi de reproduction et puis on va voir le bilan de reproduction. Cette capsule va aborder bien sûr le suivi de reproduction. Et donc, en guise d'introduction, donc les problèmes de reproduction, principalement l'infertilité, sont abordés par deux types d'approches, l'approche réactive et les approches proactives. Donc, on va commencer par les approches réactives qui sont des interventions à but curatif et qui consistent à l'administration de traitements aux animaux malades, souvent pour des maladies qui ne sont pas contagieuses, comme la fièvre vétulaire par exemple. Ensuite, pour les approches qui sont proactives, donc ces approches consistent à la prévention de pathologies tout en prévenant l'apparition de maladies, surtout lorsque ces maladies sont contagieuses ou lorsque les maladies ont des effets économiques importants. Donc ceci se fait par le dépistage précoce et systématique des animaux qui ont des problèmes pour réduire bien sûr leur impact sur la production. Donc comme exemple, on a les programmes de vaccination ou aussi le rationnement alimentaire, par exemple en cas de fièvre vétulaire fréquente. Déjà, c'est quoi un suivi de reproduction? Donc le suivi de reproduction s'inscrit dans une approche préventive ou l'approche proactive, donc des problèmes de reproduction. Le suivi de reproduction consiste en une approche qui est planifiée, coordonnée entre l'éleveur et le vétérinaire et régulièrement effectuée en vue d'atteindre et de maintenir un niveau de rentabilité qui est optimal pour l'exploitation. Donc le suivi de reproduction va venir pour contribuer aussi à obtenir de chaque animal une évolution normale parce qu'il le soumet à l'examen du vétérinaire au moment le plus approprié pour détecter et traiter une éventuelle pathologie de reproduction en vue d'en limiter les effets économiques. Donc pour les étapes du suivi de reproduction, donc on a premièrement à voir les prérequis et la préparation pour la visite de suivi. Et deuxièmement, on a le déroulement ou la visite proprement dite. Pour les requis avant d'aller à l'élevage, en tant que vétérinaire, on doit respecter la régularité des visites. Donc, elles sont généralement mensuelles. En plus, l'implication des intervenants, donc le vétérinaire, l'éleveur ou aussi le technicien. Ensuite, on a aussi comme prérequis la collecte des données, donc que ce soit les données primaires, les données secondaires, ou aussi les listes des vaches à examiner. Donc on va voir tous ces éléments de prérequis en détail. Pour ce qui est implication des intervenants, donc les intervenants sont généralement l'éleveur et le vétérinaire. Donc du côté de l'éleveur, il doit avoir des expériences et des connaissances de base qui sont nécessaires. Il doit aussi avoir un potentiel de communication et de coopération. Il doit aussi être disponible physiquement et intellectuellement, donc pour identifier bien sûr les animaux correctement, pour noter les informations ou alors pour la contention des animaux. Donc du côté du vétérinaire, donc le vétérinaire doit être motivé et il doit organiser ses visites d'exploitation. En plus, il doit avoir les connaissances de base, surtout en matière de santé et bien-être des animaux, en matière aussi de pathologie, etc. Le vétérinaire peut aussi utiliser et interpréter des méthodes diagnostiques qui sont complémentaires, l'épidémiologie aussi, et surtout, il doit être apte à communiquer, à exprimer et expliquer à l'éleveur. Donc pour les données primaires, donc on a dans un premier lieu l'inventaire du cheptel, donc pour les animaux concernés qui sont toutes les femelles, y compris aussi les veaux et qui sont présentes dans l'exploitation. Donc pour les paramètres d'identification sont essentiellement le numéro d'identification de l'animal, la date de naissance et la race de l'animal. Ensuite, donc le responsable de ces données, c'est en fait l'éleveur. Donc lors de la mise en place bien sûr du programme ou lors de la naissance ou l'achat de l'animal. On passe aux données secondaires, donc les informations de ces données, ce sont généralement les événements normaux ou pathologiques de nature symptomatique, diagnostique ou aussi thérapeutique, comme par exemple les vélages, les inséminations, les confirmations de gestation, etc.
ces observations et ces informations sont collectées par et l'éleveur et le vétérinaire. Donc, ces données secondaires incluent bien sûr des détails comme par exemple la référence à l'animal, la date et l'heure d'une observation ou aussi la nature de l'observation. On peut aussi complémenter ces données par des remarques en texte libre, par exemple l'identité du taureau qui est utilisé pour l'insémination ou aussi le nom commercial d'un traitement administré. On passe maintenant à la liste des vaches à examiner. Et donc, pour cette liste des vaches à examiner, donc il y a dans un premier lieu les vaches qui sont en anostrus pubertaire. C'est en fait toute génisse qui est en date de la visite, n'a pas encore manifesté de chaleur et dont l'âge est supérieur à 14 mois. Si bien sûr l'éleveur souhaite un premier vélage à 2 ans. Ensuite, on a les vaches à anostrus du postpartum, donc qui est toute vache dont le dernier vélage remonte à plus de 50 jours et qui n'a pas encore présenté de chaleur. Ensuite, on a dans le cadre du contrôle d'involution utérine, toute vache dont le dernier vélage ou avortement a été observé durant les 20 à 50 jours qui précèdent la visite. Toujours dans la liste des vaches à examiner, on a les vaches repeat breeders. Ce sont les vaches bien sûr qui ont été inséminées 3 fois au plus et toujours non gestantes. On a aussi toujours dans la liste des vaches à examiner la vache dont on souhaite faire un diagnostic précoce de gestation par échographie qui se fait à 30 à 60 jours après l'insémination ou aussi par dosage de la progestérone qui se fait 21 à 24 jours après l'insémination. On a aussi les vaches pour lesquelles on doit faire un diagnostic tardif de gestation qui se fait par palpation transrectale à plus de 60 jours après l'insémination. Pour les supports utilisés pour collecter ces données, on a des plannings ou des fiches individuelles, notamment le calendrier ou le planning linéaire. On a aussi le planning circulaire que vous voyez dans l'image. Ce planning circulaire présente plusieurs avantages, notamment sa lisibilité, une vue d'ensemble qui est instantanée du troupeau, une surveillance des retours en chaleur. Cependant, il a aussi des inconvénients, donc notamment il n'y a pas de mémoire des événements passés et il nécessite souvent un autre système d'enregistrement, ce qui double le temps de saisie des données. Ce qui est plus courant actuellement, c'est les outils ou les logiciels informatiques. Donc, ces logiciels sont adaptés au suivi de la reproduction et permettent la constitution d'une base de données ou de dossiers de santé qui sont informatisés d'une manière qui est individuelle pour chaque vache. Donc, ces outils vont présenter l'avantage de faciliter la sélection des vaches à examiner, mais aussi l'édition de bilans actualisés de reproduction, de production ou aussi des bilans sanitaires. On passe ensuite donc au déroulement de la visite. Et donc, la visite se passe comme suit. Donc, premièrement, un examen global du troupeau. Ensuite, des examens individuels, surtout pour les animaux qui sont dits à risque ou pour les animaux qui sont mentionnés dans la liste des vaches à examiner. Donc, pour l'examen global du troupeau, donc, ce qu'on doit observer dans cet examen général, donc, premièrement, évaluation de la note d'état corporel du troupeau. Donc ensuite la note du remplissage du rumen, l'évaluation de la locomotion aussi, l'évaluation des bouses, l'examen de la ration et enfin l'état de propreté des animaux mais aussi du bâtiment. Pour l'évaluation de l'état de la note d'état corporel, donc étant donné que c'est le paramètre le plus important, donc il est tout d'abord évalué par un examen à distance de la vache pour ensuite donner un score qui va de 1, ce qui signifie une vache très maigre, à 5 qui signifie un animal qui est trop gras, tout en observant les hanches, les ischions, l'attache de la queue, les processus transverses des vertèbres lombaires et les ligaments sacro-ischiatiques. Comme on a dit dans la partie cause extrinsèque de l'infertilité femelle, la note d'état corporel, c'est en fait un indicateur du bilan énergétique. Ensuite, on passe au remplissage du rumen et donc on a aussi un score pour le remplissage du rumen. Donc, il se note à partir du triangle qui est formé ou non par le creux, bien sûr, du flanc du côté gauche. Donc, à ce niveau-là. Et on confère par la suite une note qui va de 1 à 5 aussi. Donc une note de 1, ça veut dire que le triangle il est
très prononcée, donc comme vous voyez dans l'image ici. Ensuite, la note 2 signifie qu'on a quand même un triangle qui est apparent. Ensuite, troisièmement, triangle avec des contours qui sont flous. Quatrièmement, un triangle à peine perceptible. Et cinquièmement, un triangle qui est absent ou inapparent. Ensuite, on passe à l'évaluation de la locomotion qui se fait aussi par le biais de score, un score qui va de 1 à 5. Donc, on a le score 1, signifie qu'on a une locomotion qui est normale. Bien sûr, l'animal se tient debout et marche normalement avec des jambes qui sont bien placées, soit à l'arrêt, soit à la marche. Le score 2, c'est quand on a un animal qui se tient debout d'une façon normale avec un dos qui est plat. Par contre, en marche, on a un dos qui courbe. Et donc, dans ce cas, on dit que l'animal est légèrement boiteux. Ensuite, on passe au score 3. Donc, on dit que l'animal est modérément boiteux quand on a donc l'animal qui se tient debout et marche avec le dos courbé. Ensuite, pour le score 4, on dit que l'animal est boiteux. Donc, lorsque l'animal se tient debout et marche avec le dos qui est courbé. Et aussi, l'animal favorise une ou plusieurs pattes, mais peut toujours mettre du poids sur elle. Ensuite, on confère le score 5 à un animal qui est dit gravement boiteux. Donc, quand on a l'animal qui a toujours le dos courbé, donc soit en arrêt, soit en marche. L'animal aussi a des difficultés à mettre du poids sur une seule patte. Aussi, il peut refuser à se lever ou il peut avoir des difficultés à se lever. On passe à l'évaluation des bouses et donc on confère le score 1 à des fesses qui ne sont pas reconnaissables, c'est-à-dire des fesses qui sont comme de l'eau. Ensuite, le score 2 pour des fesses qui sont reconnaissables, c'est-à-dire comme de la crème. Score 3 pour des fesses qui sont comme une crème qui est épaisse, qui colle ensemble. Et dans ce cas, on fait le test de la botte. Et donc, après avoir fait le test de la botte qui consiste bien sûr à marcher sur les fesses pour trouver que le profil de la semelle ne reste pas imprimé sur les fesses. Ensuite, on passe au score 4 où on a des fesses qui sont épaisses, ayant bien sûr un son qui est marqué de flaque lors de la défécation. Et lors du test de la botte, on a le profil de la semelle qui reste cette fois-ci imprimé sur les fesses. Et enfin, le score 5 où on a les fesses qui sont comme des crottins de cheval. Et donc, lors du test de la botte, on a toujours le profil de la botte qui persiste sur les fesses. On passe à l'examen de la ration et donc on voit dans un premier lieu, on doit observer l'ensilage et on évalue si on a présence de moisissures qui sont un indicateur d'échauffement et qui diminuent la valeur énergétique de l'aliment. Elles sont généralement causées par un mauvais tassement ou un avancement irrégulier du front d'attaque. On évalue aussi la température du silo qui est mesurée à environ 10 cm de profondeur et elle doit être proche de la température extérieure avec bien sûr une tolérance de plus ou moins 5 degrés Celsius. On doit aussi bien sûr apprécier le hachage du maïs qui est évalué soit à l'œil nu, soit avec un tamis. Et donc le hachage doit être assez fin pour un bon tassement avec bien sûr des brins d'environ 8 à 15 mm pour favoriser la rumination. Par contre, un hachage qui est trop grossier entraîne des reflux à l'auge et donc une moins bonne digestibilité. On a aussi le facteur teneur en matière sèche qui doit être évalué. Ensuite, on passe aux éléments qu'on doit vérifier à l'auge, notamment le reflux ou le manque de nourriture. Donc, l'auge ne doit jamais être vide et la distribution doit être homogène. Donc, tout reflux peut être causé par une mauvaise appétence due à un hachage, par exemple, trop grossier ou aussi à des ensilages de maïs qui sont trop secs. On évalue aussi à l'auge la reprise des fermentations qui peut se produire si le rythme de distribution est faible et si la ration est trop hachée dans la mélangeuse. Pour l'état de propreté des animaux, donc elle est évaluée à l'aide de grilles de notation. Il est un indicateur aussi de l'hygiène globale du bâtiment et peut donc mettre en évidence des facteurs de risque pour certaines affections, notamment les endométrites et les mammites elles-mêmes qui sont liées à une baisse de performance de reproduction. Et donc la grille de notation se présente
comme suit. On a la note A qui signifie un état propre où on a l'absence de salissure soit sur le flanc, soit sur l'arrière. La note B signifie peu sale où on a quand même des zones, comme vous voyez dans l'image, des zones de salissure, donc sur le flanc ou aussi sur l'arrière, qui vont s'étendre sur la moitié inférieure de la cuisse et sur le bas du ventre et du sternum. Ensuite, on passe à la note C qui signifie un animal sale, où on a des zones de salissure qui s'étendent du haut de la cuisse jusqu'à l'avant du sternum. La note D enfin signifie qu'un animal est très sale lorsqu'on a des zones de salissure qui s'étendent cette fois-ci de la hanche jusqu'à la pointe de l'épaule. Donc dans ce cas, les salissures remontent sur le côté jusqu'au haut du flanc et donc peuvent former une croûte qui est épaisse. Donc passons maintenant aux examens individuels et donc ceci inclut l'examen des vaches qui sont mentionnées dans la liste des vaches à risque ou des vaches à examiner. Donc pour commencer, on a dans un premier lieu les génisses qui sont en anostrus pubertaire, qui sont des génisses qui n'ont pas encore manifesté de chaleur et que l'éleveur souhaite mettre à reproduction. Pour ces génisses, l'objectif de l'examen, c'est en fait l'évaluation de l'intégrité de l'examen génital. Pour la méthode d'examen, donc on a dans un premier lieu l'évaluation de la note d'état corporel. Ensuite, on passe aux inspections externes et internes, puis la vaginoscopie aussi. Ensuite, la palpation transrectale. Donc, pour l'action ou la conduite à tenir, c'est en fait selon la cause ou selon ce qu'on a trouvé lors de l'examen. Donc, par exemple, si on est devant une anomalie congénitale, donc la conduite à tenir, c'est la réforme de la femelle. On passe au deuxième cas de figure, qui sont les vaches en anostrus à 60 jours postpartum. Donc, l'objectif de cet examen, en fait, c'est de déterminer si la femelle est cyclée, c'est-à-dire présence de corps jaune, et aussi de diagnostiquer les anomalies de reprise de l'activité sexuelle. Donc, la méthode de cet examen ou les méthodes de cet examen, c'est l'examen transrectal dans un premier lieu de la consistance utérine mais aussi des ovaires et éventuellement avec échographie aussi ou dosage de la progestérone pour identifier cette inactivité ovarienne. Donc la limite de ce type d'examen, c'est qu'un seul examen ne va pas nous permettre de distinguer une inactivité prolongée d'une interruption de cycle, ni de différencier un corps jaune persistant d'une vache cyclée non vue en chaleur. Donc après le diagnostic, le vétérinaire doit proposer le traitement le plus adapté. Et donc si on a un état corporel qui est satisfaisant et le délai postpartum adéquat, un traitement d'induction des chaleurs peut être proposé puisque ça pose bien sûr l'hypothèse d'un anostrus faux. Par contre, si on a un anostrus qui est vrai, c'est-à-dire une inactivité ovarienne, on procède par une ration qui est correcte et un flushing et éventuellement aussi une induction des chaleurs. Donc pour les vaches à 30 jours postpartum et aussi les vaches à contrôle d'involution utérine, donc l'objectif de cet examen en fait c'est de prévenir et diagnostiquer les endométrites précocement. Donc pour cette catégorie de vaches, donc l'examen gynécologique comprend dans un premier lieu les commémoratifs de l'animal, tels que les dystocies par exemple, une rétention placentaire. Tout ça est très important à déterminer comme facteur de risque qui peut prédisposer à des infections utérines. Donc aussi on a la palpation transrectale qui va consister à l'évaluation de l'involution utérine par la symétrie et aussi le diamètre des cornes utérines. On peut aussi faire un massage de l'utérus pour ramener d'éventuelles sécrétions vers le vagin et aussi on palpe les ovaires pour détecter si on a des anomalies, notamment des kystes. Pour l'examen vaginoscopique, il consiste à examiner directement l'extrémité caudale du col de l'utérus et les parois de vagin. Donc pour diagnostiquer une éventuelle endométrite tout en examinant aussi les sécrétions donc par leur abondance, leur couleur et le pourcentage de pus. Ensuite, on peut aussi procéder par l'échographie pour détecter des éventuelles modifications du tractus génital, notamment dissymétrie des cornes, un contenu utérin qui est neigeux et qui est hyperéchogène, et aussi la paroi utérine lorsqu'elle est épaisse.
Donc, l'action ou la conduite à tenir, c'est selon toujours ce qu'on a trouvé. Et donc, si on a une endométrite ou si on a diagnostiqué une endométrite, il faut mettre en place un traitement qui est adéquat des endométrites qu'on a vu dans la partie affection utérine. Pour cette catégorie de vaches qui sont repeat breeders, donc l'objectif c'est d'établir un diagnostic étiologique pour déterminer en fait la cause de ce repeat breeding. Donc les principales causes et méthodes de diagnostic, c'est par exemple si on est devant une endométrite, donc le diagnostic consiste à rechercher les signes d'endométrite, notamment les écoulements purulents via la palpation transrectale, la vaginoscopie ou encore l'échographie. Donc si la cause est alimentaire, donc due à un déficit énergétique, on évalue la note d'état corporel et donc quand on a une baisse qui est supérieure à un point depuis la mise bas, ça peut indiquer un déficit énergétique. Donc pour la conduite à tenir, c'est toujours selon la cause, est-ce qu'on est devant une cause qui est intrinsèque ou extrinsèque, et donc comme exemple le flushing si la cause est alimentaire. Ensuite, c'est la catégorie de diagnostic précoce de gestation et donc l'objectif en est la confirmation ou l'infirmation de gestation. Et donc, la méthode consiste à l'échographie dans un premier lieu pour confirmer ou toujours infirmer la gestation. Et donc, l'action ou la conduite à tenir, c'est selon ce qu'on a trouvé. Donc, si le diagnostic de gestation est positif, on évalue la viabilité de l'embryon ou du fœtus par les battements cardiaques, par exemple, et on passe au diagnostic de confirmation qui se fait après. Par contre, si le diagnostic de gestation est négatif, on évalue la cyclicité ovarienne. Et donc, la procédure, c'est de faire un diagnostic de gestation sur tous les animaux à partir de 30 jours après l'insémination et ensuite faire un diagnostic de confirmation. Donc, la dernière catégorie de vaches à examiner, c'est en fait les vaches pour lesquelles on veut faire un diagnostic tardif de gestation. Et donc, l'objectif de ce diagnostic, c'est cette fois-ci la confirmation de gestation. Et donc, la méthode, c'est en fait la palpation transrectale et la conduite à tenir si on est devant un diagnostic de gestation qui est positif. On prévoit la date du vélage, mais aussi la date du tarissement. Sinon, si on est devant un diagnostic de gestation qui est négatif, on passe au traitement d'induction des chaleurs. Donc, fin de cette capsule. Je vous donne rendez-vous vers la prochaine capsule pour parler du bilan de reproduction.